Bien, bonjour à tous. Donc, écoutez, moi, je vais vous parler d'une maladie qui m'intéresse depuis pas mal d'années, qui s'appelle la maladie de Gaucher, et puis d'une stratégie de standardisation des dosages de biomarqueurs. C'est plus pour vous montrer un petit peu. Je voudrais. En fait, c'est l'occasion d'insister sur l'importance des réseaux, des collections biologiques pour les maladies rares, parce que c'est un exemple assez démonstratif. Donc, juste quelques rappels sur la maladie de Gaucher pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est une maladie du lysosome. Donc, le lysosome, pour faire très simple, c'est une espèce d'estomac de la cellule avec des enzymes qui travaillent à pH acide et qui vont détruire tout ce qu'il y a à détruire dans une cellule. Et ces enzymes, parfois, sont déficitaires, et c'est le cas de la glucocérébrosidase, qui est une enzyme donc lysosomale qui va être déficitaire chez ces patients. Ça entraîne l'accumulation du substrat que cette enzyme va devoir détruire habituellement, donc le glucosylcéramide, qu'importe. Et c'est surtout que ce substrat va s'accumuler dans les monocytes macrophages. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, lorsqu'elles changent de morphologie, et donc on les appelle les cellules de Gaucher. Alors en sachant que Gaucher, c'est pas que le premier malade était Gaucher, c'est pas ça, c'est que c'est le docteur Gaucher qui a décrit la maladie en 1882 et qui est un peu sur la droite, là, c'est la petite image qui est là. Et du coup, c'est la maladie de Gaucher, les cellules de Gaucher, etc. Ces cellules vont infiltrer notamment la moelle osseuse et un certain nombre d'organes, modifier l'environnement, et donc vous avez deux types essentiels, le type 1 et le type 3. Type 3, il y a des signes neurologiques associés, c'est une maladie très rare. Il y a à peu près 25 cas en France. Et le type 1, globalement, il y a à peu près 480 patients dans le registre national, avec une atteinte donc de la moelle osseuse. Donc c'est comme ça que les hématologues attrapent ces patients, c'est par le versant cytopénie, puisque du coup ils arrivent avec souvent une thrombopénie, hein, c'est un signe très, très fréquent. Et puis splénomégalie, je vais enlever ça parce que ça va nous casser les pieds. Voilà, une splénomégalie, hépatomégalie, et puis chez certains patients, une atteinte osseuse qui est très particulière, parce que ce sont des infarctus osseux qui peuvent survenir dans n'importe quel os et qui peuvent être très handicapants chez certains patients. Alors, dans cette maladie, j'en ai pas parlé là, mais on a la chance de disposer d'un arsenal thérapeutique, carrément, ce qui est quand même pas si fréquent que ça dans les maladies rares. Et donc, on peut notamment amener l'enzyme par des perfusions qui ont lieu tous les 14 jours. Donc, c'est un traitement qui est relativement efficace. Il coûte un peu d'argent, parce qu'un patient, c'est 400 000 euros par an. Et il y a des patients qui sont traités depuis 25 ans. Donc, ça fait un petit peu de sous. Et donc voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à contrôler les choses, pas pour les problèmes neurologiques, parce que l'enzyme ne passe pas la barrière hématoméningée, et ça, c'est un réel problème qui reste contemporain. J'en viens au sujet que je voulais vous proposer, c'est qu'il y a des biomarqueurs biologiques qui sont décrits dans cette maladie. Vous en avez 3 ici, la kétotriosidase, le CCL18 et la glucosylsphingosine. Les 2 premiers sont fabriqués par les cellules de Gaucher et sont aujourd'hui estimés comme une espèce de biomarqueur on raisonne comme la masse tumorale en cancéro, hein, de l'ensemble des cellules de Gaucher qui existent dans l'organisme. Et la glucosylsphingosine est fabriquée par à peu près toutes les cellules du patient, donc c'est un peu différent, et on espère que ce nouveau, parce qu'il est plus récent, que ce biomarqueur pourra être utile pour mieux suivre les patients, mais je vais y venir. Donc, ces biomarqueurs aident au diagnostic, parce qu'ils vont être élevés en même temps qu'il y a un déficit de l'enzyme de la glucocérébrosidase. Et puis, pour le suivi thérapeutique, ont un intérêt, mais qui n'est que partiel. Voilà à peu près la tête que ça a, hein, c'est toujours la même chose, avec une décroissance. Vous avez des 3 biomarqueurs sur le graphe qui est en A. Vous voyez qu'ils descendent avec une cinétique qui est à peu près équivalente. Quand on démarre le traitement, donc l'enzymothérapie, il y a une diminution assez franche au départ, et puis après, une diminution qui va être beaucoup plus progressive. Ça, c'est quelque chose d'assez classique dans tous les traitements. Et on voit bien sur le graphe d'en bas qu'il y a une différence entre les sujets normaux qui sont complètement à gauche, les porteurs hétérozygotes, ce que vous avez juste après, vous voyez qu'il n'y a pas une différence furieuse. Et ensuite, il y a 2 génotypes principaux, un plus agressif que l'autre, celui qui est à droite, donc avec le L444P, avec une atteinte neurologique, celui qui est l'avant-dernier n'en a pas. Vous voyez qu'il y a en tout cas une différence nette avec les contrôles, mais qu'entre les 2 formes, par exemple phénotypiques, il n'y a pas de différence majeure.
Alors tout le problème est qu'on a des difficultés pour utiliser ces biomarqueurs dans une médecine personnalisée, c'est-à-dire à l'échelle d'un individu. Alors pourquoi Voilà l'intérêt théorique des biomarqueurs, je vous l'ai mis ici. On pourrait évaluer le pronostic, évaluer la réponse thérapeutique, mais on voit que la relation entre les paramètres clinico-biologiques tels qu'ils évoluent et les biomarqueurs n'est pas très simple. Et puis, identifier des sous-groupes à risque, et ça veut dire travailler sur des sous-groupes de patients qui ont un phénotype particulier. Pourquoi l'analyse est difficile? C'est parce que, d'une part, il y a une hétérogénéité d'expression dans la population normale de ces biomarqueurs, avec des polymorphismes génétiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, déjà, c'est un élément qui nous permet de... cette hétérogénéité se retrouve chez les patients et ça rend les choses plus complexes quand vous avez un petit nombre de patients. Et puis, il y a une variabilité du rendu des résultats de laboratoire. Et ça, c'est un problème de biologie pure et dure. Nous, on a fait un petit échange d'échantillons en 2018 entre des laboratoires référents en France, Lyon, Paris et Toulouse, et on s'est aperçu que on pouvait avoir des facteurs de variabilité d'un ordre de 10 fois. C'est-à-dire qu'il y a l'un qui rend 10 et l'autre 100. Hein. Donc, vous voyez un peu le problème. Donc, ce qu'on a dit, il faut toujours que ce soit suivi par le même laboratoire de référence, déjà, pour voir les variations. Mais ça pose un problème, c'est-à-dire que quand on veut réunir nos patients dans une cohorte ou réunir les patients de différents pays, parce que si on veut travailler sur les maladies rares, il faut qu'on augmente la taille de la cohorte, on se trouve embêté parce que quand on veut réunir nos données d'évaluation des biomarqueurs, on a des choses hétérogènes qui ne sont pas liées aux patients et du coup, pour en tirer quelque chose, c'est très compliqué. Donc, on avait une démarche déjà nationale pour la standardisation des techniques, donc on est en train de réfléchir à ça. Et puis finalement, c'est à l'échelle internationale que c'est en train de se passer. Bon, moi j'ai la chance d'appartenir au réseau qui s'appelait European Working Group for Gaucher Disease et qui est devenu cette année International Working Group for Gaucher Disease parce que c'est le seul réseau académique en fait de la maladie. Et donc je suis le co-chair du bureau. Donc c'est une association qui réunit tous les chercheurs, médecins, etc., qui le souhaitent, qui travaillent sur la maladie, les associations de patients. Il y a une association internationale très active dans cette maladie. Et donc, les échanges sont vraiment très, très importants, très fructueux au sein de ce réseau. On a créé, sous la houlette de la présidente du réseau, qui est une Anglaise depuis 2019, 5 groupes de travail, notamment pour émettre des guidelines pour la première fois internationales, ce qui n'existe pas. Donc, il y a des choses comme ça qui paraissent de la base pour certaines pathologies hors maladies rares et puis qui, là, ne sont pas encore faites. Et puis, on a un groupe de travail qui s'est constitué sur les biomarqueurs et tout ce qui est biomatériel de la maladie de Gaucher. Donc, moi, je co-anime ce groupe avec un collègue hollandais qui est Hans Hertz, qui est d'ailleurs le découvreur de la plupart de ces biomarqueurs. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et le premier objectif qu'on a mis en place, c'est de dire on va essayer de standardiser nos techniques. Et donc, on a commencé ce travail. Donc, les groupes qui participent à ce travail, vous le voyez sur la droite, vous avez tous les pays qui ont été listés pour faire partie de ce groupe de travail. Donc, il y en a un certain nombre. Tous ne sont pas capables de faire le dosage, notamment, par exemple, Israël, qui est une population dans laquelle il y a beaucoup de maladies de Gaucher, hein, n'a pas de laboratoire de référence et puis envoie ses échantillons à l'étranger. Mais en tout cas, on a déjà identifié tous ces pays. Donc, l'idée, la stratégie, c'est celle-ci. C'est que ce que l'on souhaite faire, c'est faire un dosage en aveugle de tous les laboratoires à partir d'une série d'échantillons qui seront les mêmes pour tous les labos, évaluer la variabilité avec cette première série, comparer nos techniques, convenir d'une technique commune et en appliquant cette technique, réanalyser la même série et de voir quelle amélioration de la variabilité on peut observer. Alors comme ça paraît simple, ça n'est pas tant que ça. Déjà, il a fallu identifier des échantillons. Donc, on a la chance, grâce au CRB Auvergne, Centre de ressources biologiques, d'héberger la collection nationale, parce que du coup, c'est ce que j'avais proposé au groupe, moi, en France. Et on a des échantillons qui viennent des différents laboratoires de référence et qu'on conserve à Clermont. Et ça nous a permis de pouvoir proposer des échantillons de patients
suffisamment volumineux aussi pour le distribuer dans tous ces laboratoires. Donc, on a fait toute une enquête sur le volume qu'ils souhaitaient, etc. Enfin bon, ça a été un petit peu long. Et puis, vous voyez qu'on a envoyé, là, ça s'est terminé début janvier, l'ensemble des échantillons à une série de 11 laboratoires. Donc, ça aussi, ça a été un gros travail, puisque, je ne vous fais pas l'article, mais il faut, vous savez que quand on reçoit l'échantillon, il faut signer un accord de transfert de matériel, un MTA, et du coup, il a fallu le faire signer par tous les laboratoires, toutes les institutions, enfin bref. Donc, ça fait un petit moment qu'on travaille, ça fait une petite année qu'on travaille là-dessus. Bref, on y est arrivé. Et puis, voilà les résultats. Donc, vous voyez que finalement, quand on regarde l'ensemble des résultats laboratoire par laboratoire, vous les avez ici, vous voyez que bon, il y a globalement, c'est à peu près dans la même fourchette de résultats. Mais quand on regarde échantillon par échantillon, le CV, le coefficient de variation, vous voyez qu'il est relativement haut, entre 40 et 50%, quand on fait le coefficient de variation entre tous les laboratoires sur un seul échantillon. Donc, effectivement, il y a une variabilité qui est significative. C'est la même chose pour la glucosylsphingosine. Alors, il y a un peu moins de laboratoires qui font ce dosage parce que le dosage est plus récent. Il fait appel à spectro de masse, etc., avec des techniques que tout le monde n'a pas. Mais vous voyez que globalement, c'est un peu la même chose. Et là, vous voyez, selon les échantillons, des CV qui, là aussi, sont en tout cas au-dessus de 35% et qui peut atteindre parfois 120%, donc avec des différences qui sont assez importantes. Et puis enfin, le dernier, où on est un peu moins. Donc là, il y a le laboratoire que je dirige, Labo-Démato, parce qu'on est le seul laboratoire en France à le faire, ce biomarqueur. Et puis, 3 autres qui ont dosé ce biomarqueur. Vous voyez que là aussi, il y a une variabilité qui est nette, et mais qui n'est pas, entre guillemets, catastrophique. Donc, il y a Bruno Pereira qui a travaillé sur ces données pour qu'on identifie la variabilité, qu'on voit l'effet centre, etc. Enfin bref, c'est en cours de finalisation. Donc, effectivement, il y a une variabilité nette qui apparaît. Elle n'est pas si catastrophique que ça, ce qui fait que ça permet de penser que l'homogénéisation des techniques est faisable et puis de resserrer nos résultats. Et donc, on va passer donc à la suite maintenant. Donc, les prochaines étapes sont les suivantes. On a 3 sous-groupes, un de travail sur chaque biomarqueur, bien sûr. On a envoyé un petit tableau, je suis en train de faire la synthèse sur préétabli sur qu'est-ce qu'ils utilisent sur toutes les étapes de chaque technique. Et puis, avec ce tableau, on va identifier les étapes sur lesquelles il y a des différences. Essayer de prendre des décisions, ce sera le plus compliqué, je pense, parce que c'est comme dans tout ce qui est tous les services, tous les laboratoires. On pense que la technique qu'on utilise, c'est la meilleure, bien sûr, mais il faut trouver un consensus. Donc ça va être le travail de réunion qui va avoir lieu à partir du mois prochain, pour essayer de trouver un consensus. Et ensuite, on a envoyé au cours du premier envoi la même série d'échantillons avec un double volume, ce qui fait que les laboratoires ont déjà la même série d'échantillons de réserve qui va être réanalysée avec la nouvelle technique. Et puis, on espère que ça va corriger les choses. Voilà. Donc, le but après, c'est à partir de ce qu'on aura défini comme technique, c'est de diffuser aux autres laboratoires pour avoir un test à grande échelle, et puis d'élaborer et publier des guidelines biologiques pour ce projet. Et puis enfin, ce qu'on a identifié aussi, parce que pour les maladies rares, notamment, comme vous le savez, c'est très utile, c'est les taches de sang sur buvard, parce que techniquement, sur le plan biologique, ça pose des problèmes d'exploitation. C'est très pratique parce que une fois que vous avez déposé cette tâche, vous pouvez l'envoyer, il n'y a pas de délai, c'est pas comme un tube de sang. Mais il n'empêche qu'il y a des limites qui n'ont jamais été évaluées de façon multicentrique, académique, etc. Donc ça, c'est le projet que l'on a pour la suite. Donc voilà ce que je pouvais vous proposer comme sujet pour insister sur l'aspect réseau et puis collection biologique. Voilà, merci.